Bonjour et bienvenue au prochain épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Diane, qui est un intensiviste à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Puis également un influenceur TikTok. Puis il est venu nous parler de justement son parcours universitaire pour devenir intensiviste. Il nous a aussi expliqué la différence entre un interniste, un intensiviste, puis un urgentologue. Puis il nous a aussi parlé de justement l'importance de l'interdisciplinarité puis d'un climat de travail agréable. Oui, exactement. C'était super, un épisode super intéressant, vraiment touchant. Donc, si vous voulez peut-être aller dans cette spécialité-là, on vous recommande de l'écouter. Puis, on vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Fait que bonjour, Dr Diane. Ben bonjour. Bonjour, on est super content de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le premier intensiviste qu'on reçoit au podcast de C'est quoi ta spécialité. On était super contente que vous avez accepté notre invitation aujourd'hui. Là. Ah ben merci d'avoir pensé à moi. Donc, notre première question, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours? Là, ça ressemble à quoi? Oui, moi j'ai fait mon secondaire à Laval, mon cégep à la Rive-Nord de Montréal dans un cégep public en sciences de la santé, sciences nature à l'époque. Puis je suis entré en médecine directement du cégep. J'ai fait ma pré-med à McGill, ma médecine à McGill. Ensuite, j'ai fait ma médecine interne à McGill. Puis ensuite, j'ai décidé de changer d'université pour les soins intensifs. Je suis allé à l'Université de Montréal. Puis après, donc, ma médecine, ma résidence, j'ai fait une maîtrise en administration des services de santé. Puis je suis allé en Écosse faire un fellow en clinical leadership parce que j'étais beaucoup intéressé par l'amélioration qualité, puis tout ce qui est autour des connaissances médicales, tout ce qui est travail d'équipe, projet d'amélioration, communication, collaboration. Mon parcours puis les différents chapeaux que j'ai portés durant ma carrière m'ont fait réaliser à quel point ces aspects-là sont importants. Puis j'avais comme un petit peu la critique personnelle et collective qu'on faisait trop des choses en médecine à cause un peu des individus, des personnalités sur le pif, puis qu'il n'y avait pas assez de structure et de science derrière les initiatives. Donc, j'ai voulu aller me structurer, me former là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'allais faire des formations complémentaires. Ah, c'est intéressant. Puis, c'est quoi qui vous a poussé à aller faire cette maîtrise-là? Comme quel aspect, qu'est-ce que vous avez remarqué, en fait, que vous vous êtes dit, OK, ça prend des procédures plus écrit noir sur blanc, là, par exemple? Je vous dirais probablement deux aspects. Okay. Le premier, c'est tout l'aspect clinique. Fait que, tu sais, durant ma résidence, durant ma médecine, j'ai réalisé qu'on focusait beaucoup sur les connaissances médicales. Mais c'est bien rare qu'il y avait une complication avec un patient ou dans ma vie professionnelle qui était en lien avec l'absence d'une connaissance. C'est pas parce que je savais pas quelque chose ou c'est pas parce que quelqu'un d'autre autour de moi savait pas quelque chose. On savait ce qu'il fallait faire, mais on n'était pas capable de le faire. OK. Puis pourquoi? Puis vous allez vivre ça aussi dans votre expérience. C'est le pari que je vous fais. Vos plus grandes frustrations vont découler de votre volonté de faire quelque chose pour un patient, mais de ne pas être capable de le faire. C'est associé à beaucoup d'impuissance. Okay. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là. Puis le second aspect, il est plus venu de mon implication syndicale. Moi, j'ai fait la présidence de la Fédération des médecins résidents du Québec. Puis c'était une expérience super formatrice parce que on fait évidemment toutes les questions syndicales, conventions collectives, mais aussi tout ce qui est lien avec le Collège des médecins du Québec, Collège des médecins de famille du Canada, Collège royal du Canada, les travaux avec la FMSQ, la FMOQ. Fait que vraiment, on était un acteur à la FMRQ impliqué dans plusieurs domaines. Puis justement, cette espèce de besoin de leadership-là, cette espèce de connexion dans les autres domaines du réseau de la santé vont vraiment intéresser. Je me suis dit,
c'est vraiment un endroit où on peut avoir de l'influence, puis c'est important de bien connaître la game, puis de bien connaître le langage, les codes. Mais encore une fois, je trouvais ça un petit peu dommage que ce soit parce que c'est Joseph qui est là, puis il pense qu'il a une bonne idée, puis il est capable de convaincre les gens. Non, mais est-ce que je suis capable de prouver que j'ai une bonne idée avec de la science, avec du data, avec de la mesure? Fait que quand j'étais résident, j'ai été exposé à un mentor qui avait fait son postdoc en Écosse, Dr. Jean-François Caillé, qui est un néphrologue au CHUM. Puis il m'a mis en contact avec son ami Simon Watson, qui est un Chief Quality Officer là-bas en Écosse à l'époque. Puis on avait organisé un fellow pour aller apprendre parce que c'est un pays qui ressemble beaucoup au Québec. C'est un système de santé publique avec donc les ressources limitées. Ils ont aussi une grande étendue de territoire avec peu de services. La difficulté à aller donner des services spécialisés dans les territoires éloignés. Mais ils excellent sur la scène internationale sur les outcomes de qualité pour leurs patients. Fait que je me suis dit, je vais aller m'inspirer de comment ils font ça eux autres. Certainement. Super intéressant. Puis est-ce que vous trouvez que tout ça, ça vous a vraiment aidé comme dans la relation thérapeutique, comme la façon que vous parlez? J'ai l'impression que vous êtes comme un médecin super impliqué justement dans la relation avec le patient. Comment ça se passe un peu comme intensiviste par rapport à ça? Tu sais, comme intensiviste, justement, nos défis sont dans être capable de prendre plein de gens de divers compétences et horizons pour sauver une seule vie. Tu sais, un patient aux soins intensifs, ça va être ton patient le plus malade de l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. Il est branché sur un respirateur artificiel. Il est dans un courant artificiel. Puis, je regardais ça. Puis, tu sais, moi, je travaille à la Cité de la Santé à Laval. On a une unité de soins intensifs de 22 lits. On a des centaines d'infirmières. On a une équipe de plusieurs intensivistes. On est 7, mais on est toujours 3 en même temps. Et puis là, je regardais les 3 quarts de travail. Fait infirmière, inhalothérapeute, préposé aux bénéficiaires, pharmacien, nutritionniste, physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, les intensivistes, les collègues médecins spécialistes, les chirurgiens, microbiologistes ou autres. Il y avait une centaine de personnes mobilisées autour d'une vie pour la sauver. Si cette personne-là reste une semaine ou 2 aux soins intensifs, c'est 100 personnes qui vont devoir travailler ensemble pour sauver une seule vie. Puis ça, je trouve ça incroyable. Puis nous, comme intensivistes, on est un peu les chefs d'orchestre. On n'est pas plus, on n'est pas moins important, mais on a ce rôle-là d'être capable d'aller coordonner toutes ces expertises-là pour que tout le monde soit capable de contribuer puis réussir à donner des soins complexes aux patients les plus malades de l'hôpital. OK. Donc, de là, l'importance des formations supplémentaires en leadership, là, justement. Oui, absolument. Absolument. La définition d'un intensiviste, je pense, c'est un leader d'une équipe extraordinaire. OK. C'est beau. Est-ce que vous avez vous voulez définir un peu c'est quoi aussi la différence entre un intensiviste et un urgentologue? Puis interniste aussi. Des fois, on entend le terme interniste. Oui, c'est super intéressant comme question. L'intensiviste, c'est le médecin spécialiste qui travaille aux soins intensifs. Okay. Donc, on peut y aller juste par géographie de l'hôpital. L'intensiviste est aux soins intensifs, puis l'urgentologue est à l'urgence. Okay. Puis l'interniste, je vais en parler un petit peu plus tard, mais je vais juste faire le compare and contrast de l'intensiviste puis l'urgentologue. Oui. L'urgentologue qui travaille à l'urgence, ça se peut qu'il ait à faire la réanimation initiale d'un patient malade critiquement. Donc, on peut imaginer un trauma qui rentre en salle d'urgence, un trauma par balle ou un accident d'auto. Il arrive, il est inconscient ou il saigne, ça va être l'équipe de trauma, les urgentologues qui vont être à l'urgence en train de réanimer ce patient-là. Quand il y a une stabilisation initiale ensuite, il va être transféré aux soins intensifs. Mais l'urgentologue peut aussi avoir un shift où là, il est plus en mineur. Fait qu'il va y avoir des gens qui vont arriver avec du walk-in, des problèmes mineurs qui n'auront pas besoin de la réanimation, mais qui ont besoin quand même de venir dans la salle d'urgence puis décider est-ce qu'on hospitalise ou pas. Les intensivistes, nous, on a que les cas de réanimation, que les patients les plus malades de l'hôpital. On ne sera pas appelé à aller voir des patients avec des causes plus mineures. Des fois, on a de la surveillance, mais ça reste une surveillance parce qu'ils sont à risque de détérioration, de défaillir d'un organe ou plus. Donc, ceci étant dit, on travaille en complémentarité puis en continuité. Sauf que pour moi, aux soins intensifs, mes patients ne vont pas nécessairement juste venir de l'urgence, ils peuvent venir de l'étage aussi. Donc, ça peut être des patients hospitalisés au nom des autres spécialistes, un patient post-op, par exemple, ou un patient qui est en pneumo, puis avec une pneumonie, puis là, tout d'un coup, il a besoin de trop d'oxygène, puis il doit être intubé. Donc, ça, c'est la différence entre urgentologue et intensiviste. Puis là, il y a les internistes. Eux, c'est les médecins spécialistes des maladies complexes, les conditions multisystémiques qui, des fois, moi, j'aime donner l'exemple de Dr House, là, pour ceux qui ont écouté ça. Des fois, c'est genre,
OK, il y a une insuffisance rénale, il y a un rash, il fait de la fièvre depuis 3 semaines. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il une maladie qui explique tout ça? Fait qu'eux vont essayer... c'est d'excellents diagnosticiens, mais ils sont aussi très polyvalents, tu sais. Fait que s'ils travaillent dans un petit hôpital où il n'y a pas de spécialiste, ben s'il n'y a pas de cardiologue, par exemple, ben c'est eux qui vont jouer le rôle d'un cardiologue. Ou s'il n'y a pas de pneumologue, ben c'est peut-être eux qui vont aller se former pour faire les bronchos. S'il n'y a pas de gastro-entérologue, c'est peut-être eux qui vont prendre en charge les patients avec des problèmes gastro-intestinaux puis faire les colonoscopies ou les gastroscopies, pour dire de quoi. Donc, eux, ils ont cet aspect de polyvalence-là, d'espèce d'être un peu un joker. Puis, il faut juste aussi savoir qu'un intensiviste, c'est une surspécialité. Fait qu'on peut avoir plein de spécialités de base qui terminent leur spécialité puis qui décident ensuite de devenir intensiviste. Comme moi, j'ai fait ma médecine interne, puis ensuite, je suis devenu intensiviste. Un urgentologue pourrait se former, faire ses 5 années d'urgence, puis devenir intensiviste par la suite. Il y a à peu près 10 spécialités qui produisent des intensivistes. OK. C'est super intéressant. Ça clarifie justement ces 3 spécialités-là que des fois, on pense que c'est ça. C'est un peu mêlant pour nous, là, mais oui, c'est bien expliqué. Ouais. Puis, est-ce que dans le fond, il y a comme une personnalité type pour vous, comme quelqu'un qui pourrait être intensiviste? Est-ce que vous, tu sais, un peu pour aider ceux qui écoutent puis ceux qui se posent la question, est-ce que je pourrais être intensiviste? Est-ce que je fit dans cette spécialité-là? Ben, je pense qu'on est très différents comme intensivistes. On a tous des personnalités différentes, mais moi, je peux vous dire qu'est-ce que j'aime des soins intensifs, puis je pense que c'est peut-être ce qui pourrait inspirer des gens à faire ça. Moi, j'adore la physiologie. Donc, tu sais, tu as un patient en défaillance multiorganique, ben, tu vas avoir plein de signes vitaux anormaux, puis tu vas avoir plein de prises de sang avec des résultats anormaux. Puis en plus, on a des cathéters, des capteurs pour différents organes qui rajoutent des points de données supplémentaires. Fait que, tu sais, je peux mettre un cathéter Swan-Ganz, puis là, je vais avoir accès à la pression pulmonaire, tu sais, l'artère pulmonaire. Je peux mettre, tu sais, je peux obtenir une pression intra-abdominale pour voir si le patient est en syndrome du compartiment abdominal. Je vais avoir un tube endobronchique, endotrachéal, puis ça va être branché à un respirateur artificiel, il va avoir plein de données là-dedans. Puis tout ça va être anormal selon l'état pathophysiologique du patient. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que quand j'essaye de savoir qu'est-ce qu'il y a le patient, ben j'initie un traitement, puis là, je vais avoir tout de suite l'effet sur la physiologie. Puis ça, c'est vraiment cool. L'instantanéité de voir si mes décisions thérapeutiques ont un effet sur le patient. Parce que tu peux avoir la même influence comme médecin de famille dans un bureau, par exemple, ou pneumologue. Tu vas avoir un patient qui va venir avec de la toux, puis tu vas peut-être penser, puis il est essoufflé, puis tu vas te dire, ben, c'est peut-être de l'emphysème, c'est peut-être de l'asthme. Puis là, tu vas lui dire, ben, arrête de fumer, je vais te commencer quelques bons coups dilatateurs. Puis tu vas l'avoir peut-être dans 3-6 mois plus tard pour voir est-ce que ça a marché ou pas. Fait que tu vas avoir un impact sur la santé de cette personne-là. Mais moi, je vois l'effet tout de suite à cause des paramètres physiologiques. Fait que ça, c'est intéressant. Faire des diagnostics, des fois, les gens arrivent et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont. Fait il reste le côté détective que j'aime beaucoup. Puis il y a le côté aussi travail d'équipe. C'est le meilleur endroit pour travailler en équipe puis avoir la communication. J'adore le contact avec les patients, avec les familles. Ils vivent le moment le plus stressant de leur vie. Puis là, j'ai la chance d'essayer de les accompagner là-dedans. Donc, il y avait l'intensité aussi du lien thérapeutique. Fait que pour résumer, ça prend quelqu'un qui n'est pas trop stressé, qui aime communiquer, puis qui aime travailler en équipe, puis qui aime un peu le challenge intellectuel. OK. C'est très cool. Puis là, vous avez parlé de ça prend une personne qui est peut-être pas trop stressée. Pouvez-vous nous parler des situations les plus stressantes qui peuvent se passer aux soins intensifs? Bien, c'est sûr que, tu sais, je disais tout à l'heure, on a les patients les plus malades de l'hôpital. Il y en a qui vont mourir. Il y en a qu'il faut qu'on les empêche de mourir. Fait qu'il y a ce stress-là, mais ça, tu sais, on est formé à faire ça. Puis même dans la résidence avant, on va être souvent confronté à ce genre de patients-là. Je pense que ce qui est le plus stressant, c'est pas d'avoir ce genre de patient-là, c'est de savoir qu'il y a un patient qui a besoin de toi, mais là, tu n'as pas la ressource. S'il manque de ressources. Tu sais, si tu sais que tu veux que ton patient il descende aux soins intensifs, mais tu n'as pas de lit, il n'y a pas d'infirmière ou tous tes lits sont occupés, là, c'est le stress de il a besoin de moi, il a besoin de mon expertise, mais je ne peux pas tout de suite commencer à le prendre en charge. Comment est-ce que je peux l'admettre pour lui donner les soins? Est-ce que je dois sortir un patient moins malade? Est-ce que je dois le transférer dans un autre hôpital? Fait que cette espèce de frustration-là par rapport à ne pas avoir les ressources pour le patient et devoir faire ce triage-là, c'est probablement une des choses les plus stressantes. Puis, tu
là, c'est un petit peu derrière nous, mais le meilleur exemple de ça, c'est quand on a commencé, durant la COVID, à penser qu'on sera peut-être pas capable de soigner tout le monde sur une population entière. Bien là, ça vient perturber au plus profond de notre être, notre âme, notre cœur, tous les intensivistes. Puis justement, vous l'avez vécu un peu comment la COVID par rapport à devoir justement gérer tout ça? Ben, tu sais, fort heureusement, on n'a jamais eu à manquer de respirateurs artificiels pour tout le monde, mais il y a eu des moments où on est passé proche, fait qu'il y a eu tout ce stress-là devant l'inconnu. On voyait ce qui se passait en Italie, on voyait ce qui se passait en Chine, puis on se disait, mon Dieu, ça va être pareil au Québec. Donc, il y avait cette inquiétude-là par rapport à une nouvelle maladie, à pas être capable de soigner tout le monde, à voir des jeunes potentiellement collègues, amis décédés, nous-mêmes décédés. Moi, j'ai appris que ma femme était enceinte de jumeaux pendant la COVID, tu sais. Puis là, on avait l'inquiétude de savoir, est-ce que moi, je vais tomber malade? Est-ce que je vais lui donner? Est-ce que ça va affecter la grossesse? Tu sais, il faut se ramener à mars 2020, on savait pas grand-chose. Puis là, nous, une chose qu'on savait, c'est que les patients les plus malades, ils allaient venir chez nous. Fait que s'il y a quelqu'un qui allait tomber malade et potentiellement mourir, c'est le gars qui est en train de mettre sa face dans le visage de l'autre patient qui tousse, puis qui a le plus de virus, puis qui est le plus malade. Fait qu'on avait cette inquiétude-là. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mourir en faisant ma job. Ça a fait peur à beaucoup d'infirmières, puis beaucoup de collègues, beaucoup d'inothérapeutes. Mais il y a beaucoup de belles choses qui sont sorties de ça aussi. On a appris à traiter une nouvelle maladie. Côté solidarité, côté s'aider dans les moments les plus stressants dans l'équipe, ça a renforcé des liens. On était une famille, puis à un moment donné, je sais qu'on était rendu à la 3e, 4e vague, puis je regardais mes collègues, puis je leur disais, comment ça se fait qu'on n'a pas tous décidé d'arrêter ce qu'on fait, là, puis d'aller vendre des fleurs sur le bord de la route, me semble? On aurait une vie plus facile. Puis la réponse, c'était vraiment ça, c'est genre, ben, on se tient, on est une famille, puis on essaye de faire le plus beau métier du monde, celui de soigner des gens. Puis est-ce qu'il y a des choses dans votre métier que vous aimez comme un peu moins? On a parlé de trucs stressants, mais des choses que vous aimez moins en tant qu'intensiviste? Bien, c'est sûr que l'aspect le plus difficile de mon travail, c'est les horaires, là. Donc, tu sais, quand je travaille aux soins intensifs, je vais faire une semaine du lundi au lundi, puis je vais à peu près faire 120 heures par semaine à l'hôpital. Parce que moi et plusieurs collègues, on dort à l'hôpital. On dort pas toujours. Souvent, on est debout toute la nuit à réanimer les patients. Et on fait 2 à 3 gardes par semaine. Donc, ça fait des 30-34 heures de suite. Puis on fait ça 2-3 fois semaine. Fait que c'est beaucoup. C'est difficile. Puis chaque semaine de travail vient avec une fin de semaine de travail. Fait que si on travaille 20-24 semaines par année, c'est 20-24 fins de semaine. Fait que c'est un autre 40 jours de plus. C'est comme un autre 8 semaines de 5 jours de plus. Mais c'est pendant que tes enfants sont... C'est la fin de semaine, c'est là où ton conjoint ne travaille pas. Tes enfants sont pas à l'école, tu pourrais les voir, mais toi, malheureusement, t'es à l'hôpital. Fait que c'est cette conciliation travail-famille qui est la plus difficile. En plus du stress physiologique de pas dormir puis d'être en état en état de fatigue chronique. Oui. Puis, c'est quoi vos trucs pour pallier à ça? Est-ce que vous buvez beaucoup de café ou... J'avais déjà un mentor qui m'avait dit aux soins intensifs, tu manges quand tu peux, tu bois quand tu peux, tu dors quand tu peux, tu fais pipi quand tu peux. C'est vraiment genre d'utiliser chaque moment où il y a un petit peu de temps libre pour essayer de combler la base de ta pyramide de Maslow. Puis c'est pas plus facile avec l'âge, avec les années, mais on apprend à reconnaître les signaux d'alarme de notre corps. Puis c'est souvent d'être capable de dire, là, je suis plus sécuritaire, puis je vais appeler à l'aide. Même si c'est moi qui dois travailler, on a toujours un collègue deuxième de garde, puis on peut l'appeler et dire, écoute, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver, où là, je suis complètement brûlé, je suis plus capable de voir clair. J'ai juste besoin que tu viennes prendre la relève le temps que j'aille faire une petite sieste ou quelque chose, là. C'est bon à savoir, c'est quelque chose, honnêtement, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, puis c'est bien parce que ça peut arriver qu'on n'est plus apte, puis c'est super important de le mentionner, puis de déléguer, là, dans le fond. Oui, parce que si on ne le dit pas, la victime, ça va être le patient. C'est ça. Ouais. C'est lui qui va avoir l'erreur de procédure ou la complication d'une mauvaise prescription. Donc, puis ça peut être dit à un niveau avant d'être à mon niveau comme
patron. J'aime pas le terme patron, là, mais j'aime mieux en anglais staff, tu sais. Mais avant, quand tu es résident ou même étudiant, tu peux dire, écoute, je suis pas à l'aise, j'ai besoin d'aide. Puis ça, c'est une leçon super importante. Puis là, vous mentionnez comme le mot en anglais staff. Vous avez mentionné que vous avez fait toute votre médecine à McGill jusqu'à la résidence à l'Université de Montréal. Comment vous avez trouvé ça de faire le switch d'anglais à français avec toute la terminologie qu'on apprend en médecine? C'est pas facile. J'ai réalisé que j'avais l'air beaucoup moins intelligent en français parce que j'avais tout appris en anglais. Puis là, je connaissais pas les abréviations puis les acronymes. Mais au moins, tu sais, je suis allé à l'école en français, fait que ça reste ma langue de communication. Mais oui, c'est vrai que le langage médical est complètement différent. C'est une nouvelle langue, là. Ah oui, puis je me sentais vraiment comme revenir junior là, dans un nouvel hôpital. Je connais pas les gens me connaissent pas ma réputation. Mais en même temps, c'était important pour être exposé à quelque chose de différent. Après 8 ans de McGill, j'avais fait le tour, tu sais. C'est ça, justement, pourquoi vous avez décidé de faire le switch? J'avais fait le tour. Ouais. Ouais. Vous étiez rendu là? Ben oui, dans le sens où je pense pas qu'on puisse dire ben une université est meilleure qu'une autre, mais elles sont certainement différentes. Fait que moi, je pense que comme apprenant, tu vas être exposé au plus de points de vue différents, au plus de façons de faire différentes, puis à toi de garder ce qui te convient le mieux, puis développer ton propre style. OK. Puis là, évidemment, je pense que les gens qui nous écoutent ont sûrement déjà entendu votre nom ou vous reconnaissent. Qu'est-ce qui a été votre motivation de, premièrement, télécharger l'application TikTok puis de vous partir? Vous faites référence à ça. Moi, je pensais que vous parliez de tout le monde me connaît, du fait que j'étais champion de l'émission Pyramide avec Sébastien Benoît à Radio-Canada. Ben ça, on le savait pas. Ouais. J'ai gagné 3 000 $ et une table de poule quand j'étais maître 3. OK. Mais non, oui, effectivement. TikTok. On n'a pas fait assez de recherche. Là. C'est mes parents qui ont des vidéos chez eux. Mais oui, TikTok, c'est un hasard. J'étais sur Twitter avant ça parce que je vous parlais de la FMRQ, je vous parlais de mon fellow en Écosse, puis il y avait vraiment une communauté politique puis d'amélioration qualité sur Twitter. Fait que je m'étais inscrit là-dessus, puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de me suivre sur Twitter. J'avais des politiciens, j'avais des journalistes, je faisais plein d'entrevues dans les médias traditionnels. Puis à un moment donné, la COVID est arrivée, puis... vous connaissez Mathieu Nadeau-Vallée, qui est l'anesthésiste. L'anesthésiste, le résident d'anesthésie. Lui, à l'époque, il était super populaire sur TikTok. Il avait fait Tout le monde en parle. Puis moi, je le connaissais parce qu'il avait fait un compte Twitter, fait que je voyais ses vidéos. Puis là, à un moment donné, moi, sur Twitter, je publiais des vidéos parce que j'aime ça, faire des vidéos. J'en faisais, mais j'ai publié sur Twitter. Je mettais en vedette les infirmières, les collègues. Je filmais un petit peu ce qu'on faisait aux soins intensifs. Puis il y a bien des gens qui aimaient ça. Mais à un moment donné, on avait fait une vidéo sur l'importance de la vaccination durant la COVID. Puis la vidéo s'appelait « Protéger vos orifices ». Puis là, on montrait tous les cathéters et les instruments qu'on insère dans les orifices d'un patient aux soins intensifs. Fait qu'on va mettre une canule artérielle pour mesurer la pression. On va mettre une voie centrale pour donner des médicaments. Dans la gorge, on va mettre un tube endotrachéal pour intuber. Puis on avait mis une sonde rectale. On avait tout mis là-dessus. Puis on avait dit « Protégez vos orifices. Faites-vous vacciner pour vous empêcher de venir aux soins intensifs ». Il avait repris la vidéo. Puis il l'avait publiée sur son compte TikTok. Puis il m'appelle ou il m'envoie un message quelques jours plus tard en disant « Écoute, j'ai repris ta vidéo, puis c'est ma vidéo la plus populaire sur TikTok. Il y a genre 600 000 vues. Tu devrais venir sur TikTok, puis publier tes vidéos. » Puis là, moi, je connaissais pas TikTok. Genre, la seule fois que j'avais entendu parler de TikTok avant, c'est comme ma petite voisine de 9 ans qui a dit « Ouais, that's where the cool kids are. Tu sais, we dance videos. » Fait que moi, c'est la seule image que j'avais de TikTok. Puis Mathieu de dire « Non, maintenant, le monde va là-dessus, ils prennent leur information. C'est très puissant comme outil de communication. » Fait que j'ai téléchargé l'application, j'ai mis la 20aine de vidéos que j'avais déjà de Twitter que j'avais faites dans les 12 derniers mois. Puis j'avais des abonnés. Les gens aimaient ça. Puis de fil en aiguille, c'est devenu une plateforme où j'ai genre 56 000 abonnés, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que vous avez remarqué un changement comme dans votre pratique depuis que vous avez mis TikTok? Est-ce qu'il y a plus de patients qui vous reconnaissent? Est-ce qu'il y a eu des changements? Quelques-uns me reconnaissent ou même à l'hôpital. L'autre jour, j'attendais ma livraison de restaurant dans l'entrée principale de l'hôpital. Puis là, je suis habillé en scrubs. Puis là, il
il y a genre quelqu'un du public qui rentre, puis ils viennent me voir, puis je me dis, ils rentrent à l'hôpital, puis là, ils me voient, ils doivent vouloir me demander où est tel local, où est tel département. C'est comme, je vous suis sur TikTok. C'est vous pour vrai? Puis, oui, c'est moi. J'étais très gêné. Moi, je suis gêné quand les gens me reconnaissent, mais ça n'a pas tant changé mon interaction avec les patients. La plupart, je pense, ne me connaissent pas. Puis c'est bien correct comme ça. Mais oui, des fois, j'ai des collègues, j'ai des infirmières. Des fois, on a des transferts d'autres hôpitaux. Puis là, comme les gens me reconnaissent parce que j'ai beaucoup de gens de la communauté médicale, des infirmières, des inalos, des médecins. Ou quand je vais aller porter un patient en transport, les gens vont me reconnaître quand j'arrive dans une autre unité. Fait que ça, je trouve ça drôle. OK. Mais j'essaie que ça ne devienne pas mon identité. Tu sais, c'est très accessoire. Moi, je suis un médecin. Je me définis comme un médecin. J'ai mes intérêts que je vous discutais tout à l'heure par rapport au leadership, à l'amélioration qualité. Puis pour moi, c'est important que ça reste mon identité principale. En fait, c'est pas mon identité. Mon identité, c'est je suis Joseph Dane. Puis je suis pas docteur Dane, je suis Joseph. Puis ça donne que je pratique la médecine. Puis ça donne que j'ai un compte TikTok. OK, c'est comme ça. Puis le compte TikTok, dans le fond, là, vous l'avez ouvert parce que tu sais, pour vulgariser, comme aider un petit peu la vulgarisation de la santé et tout, ou est-ce que vous aviez un but premier? J'avais 3 objectifs. Le premier, c'était... ça changeait le mal de place dans mon équipe de soins intensifs. Tu sais, les gens, ils aimaient ça, participer aux vidéos, aux idées. Pour eux, c'était le fun avec l'équipe, les infirmières, les inalos. Fait que c'était surtout pour l'esprit d'équipe. Ensuite, c'était un peu pour démystifier les soins intensifs, puis le monde médical, montrer que c'est quand même très opaque, le milieu médical. Si tu es un citoyen, tu connais peut-être l'urgence, tu as peut-être été opéré, tu as ton médecin de famille, that's it. C'est très rare de pouvoir voir les coulisses. Oui. Fait que moi, je trouvais qu'on avait un devoir un peu de transparence avec les citoyens. Fait que faire cette espèce d'éducation citoyenne, démystifier un peu la médecine puis les soins intensifs pour montrer qu'il n'y a pas juste les manchettes négatives, il y a vraiment du beau. Puis le beau, c'est les gens avec qui je travaille, les gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Puis je trouve qu'on se donne trop de tapes sur la gueule puis pas assez de tapes dans le dos pour tout le beau qu'on est capable de faire dans notre réseau de la santé. Je pense que ça mérite de le souligner puis de valoriser les gens qui travaillent malgré tous les défis. Puis le 3e objectif, c'était pour peut-être donner le goût à des gens de travailler dans le réseau de la santé. C'est des étudiants ou des jeunes rentrer en médecine, rentrer en soins intensifs ou même juste travailler comme préposé, infirmière, parce que j'aime mettre en valeur mes collègues de plein d'autres champs d'expertise. Puis, fait que c'était ça. Fait que c'était valoriser, avoir du fun en équipe, l'esprit d'équipe, valoriser le personnel de la santé, puis donner le goût aux jeunes de travailler dans le réseau de la santé. Oui. Puis aussi, vous participez aussi à la lutte contre la désinformation là, à travers certaines vidéos. Puis, avec vos patients à l'étage, c'est quoi le sujet qui revient le plus souvent, où vous avez à faire le plus d'éducation par rapport? C'est sûr que quand c'était le temps de la COVID, c'était en lien avec la COVID. Il y avait tellement de désinformation, puis les gens croyaient qu'on était des acteurs. Les gens croyaient qu'on était corrompus et biaisés. Puis le nombre de patients qu'on a eu qui nous ont dit « Hey, je me suis fait brainwasher, merci de m'avoir sauvé la vie, merci de m'avoir traité sans jugement. » Ça a été probablement le plus grand impact que j'ai eu, qu'on a eu, pour tous ceux qui ont bien voulu nous écouter. Je ne vous cacherai pas que j'en ai un en particulier qui me revient en tête, qui, lui, était convaincu que tout ça était une conspiration, au point où j'ai dû lui dire « Monsieur, si on ne vous intube pas, vous allez mourir. Puis vous savez quoi? Vous allez être le seul à savoir que vous êtes mort pour vos convictions. Il n'y a personne qui va dire « Ah, il est mort parce qu'il pensait que les médecins lui voulaient du mal en l'intubant. » Moi, je vous le dis, je vous propose quelque chose pour votre bien, mais je ne peux pas vous l'imposer. Il n'a jamais voulu, puis il est mort. Puis c'est triste. C'est triste parce que c'est une vie qu'on aurait pu sauver. Fait que ça, c'était très présent durant la pandémie. Mais sinon, on fait surtout de la sensibilisation sur
les habitudes de vie. On fait de la sensibilité, de la prévention secondaire. Les patients sont venus aux soins intensifs. Parfois, c'était en lien avec crise cardiaque, fait que tabagisme, cholestérol, diabète, tout ça. Des complications de certaines maladies. Fait que c'est beaucoup de sensibilisation pour, on vous a sauvé la vie. Si vous voulez pas que ça recommence, ça revienne, voici les choses que vous pourriez faire. Évidemment, on fait ça en collaboration avec les médecins principaux de ces patients-là en externe. Puis je reviens un peu en arrière là, du début de l'épisode, là, mais est-ce que vous voulez parler aussi un petit peu de comment vous avez vécu vos études, puis juste la résidence, comment ça s'est passé, juste pour, mettons, les gens qui écoutent, de comment ça se passe, ce type de résidence-là? En général ou juste les soins intensifs? Les soins intensifs. Les soins intensifs? Ouais. Les soins intensifs, c'était le fun quand même, parce que là, tu sais, j'étais R4 quand j'ai commencé les soins intensifs, fait que ça faisait quand même beaucoup de choses que je connaissais à propos du réseau de la santé. J'avais occupé des postes de leadership, je m'étais impliqué, on avait fait des stages de soins intensifs comme résident en médecine interne, donc je connaissais un peu la bête. Fait ce qui était nouveau, c'était vraiment apprivoiser une nouvelle université, des nouveaux hôpitaux, des nouveaux collègues, des nouveaux superviseurs. Puis ça vient avec son lot de stress, mais c'était pas le métier qui était intimidant parce que je savais que c'est ça que je voulais faire. J'avais fait des stages, puis je l'avais choisi, puis je suis tombé en amour avec ça. Je m'identifiais bien à cette profession-là. Mais quand je regarde, mettons, en rétrospect, tout mon parcours en médecine, je dirais que le constat que je fais, c'est je me trouve juste chanceux d'avoir gardé ma santé mentale. Honnêtement, je suis capable de dire que ce n'est pas un milieu sain, la médecine. Il y a le curriculum caché, il y a de l'intimidation, il y a du harcèlement, il y a des gens qui ridiculisent les autres, il y a des gens qui sont juste méchants les uns envers les autres. C'est un milieu stressant. Puis j'ai vu beaucoup de gens tomber en burn-out, j'ai vu beaucoup de gens abandonner la médecine. Puis moi, ma femme est médecin aussi. On s'est rencontrés à l'école de médecine, puis ensuite en résidence. Puis moi, je nous regarde tous les deux, puis je nous dis, mais notre plus grande chance dans la vie, c'est de ne pas être tombé au combat, c'est d'avoir préservé un semblant de santé mentale malgré toutes ces attaques répétées-là, volontaires ou involontaires des gens qu'on a croisés, tu sais. Puis des situations traumatiques qu'on vit quand on travaille dans un domaine où il y a des gens qui meurent, tu sais. Puis est-ce que vous auriez des trucs pour les gens justement qui écoutent puis qui sont soit en médecine ou soit qui veulent y aller, mais tu sais, pour montrer qu'il faut continuer puis il faut aller de l'avant malgré que ça peut être toxique parfois? Faut pas continuer à n'importe quel prix. Je pense que ça, c'est important. Faut pas hésiter à s'entourer de mentors, s'entourer d'un support social, connaître les bonnes ressources dans les différentes facultés également. Puis moi, ce que j'aime faire maintenant, c'est de parler des mots-clés que j'ai appris, que j'aurais voulu avoir avant, pour que les gens puissent inspirer les autres à changer la culture dans le milieu médical. Fait que, moi, je l'ai dit, j'aime le travail d'équipe. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait une bonne équipe? Puis Google s'est posé cette question-là, parce que Google a plein d'équipes à travers le monde. Puis on fait le projet Aristote en 2012, où ils ont, pendant 2 ans, 180 équipes, 37 000 employés, étudier les patterns pour voir quels facteurs étaient communs aux équipes les plus performantes. Savez-vous, c'était quoi le facteur numéro 1? C'est quoi? C'était-tu l'heure des réunions? Non. Le travail d'équipe? Ouais, mais... L'environnement? Mais c'est très général comme réponse, là. Mais peut-être juste les relations, ou être honnête puis discuter ensemble, je sais pas. Ouais, la confiance peut-être. Mais le terme pour ça, là, c'est la présence de sécurité psychologique. Les meilleures équipes, c'était les équipes où régnait la sécurité psychologique. C'était pas l'heure des réunions, c'était-tu en Zoom ou c'était en présentiel, c'est-tu le matin, c'est le soir, l'après-midi. On se connaît depuis plusieurs années? Non. Les meilleures équipes, c'est les équipes où régnait la sécurité psychologique. Puis c'est quoi la sécurité psychologique? C'est une ambiance de travail où tous les membres de l'équipe savent qu'il est accepté, voire le bienvenu, de poser des questions, questionner l'autorité sans avoir peur d'être ridiculisé, humilié, puni. Puis c'est comme ça qu'on est capable d'oser parler dans une équipe, se sentir accueilli, puis dire surtout, ça je pense que c'est pas correct, ça c'est peut-être dangereux pour le patient. Tu sais, si t'es en salle d'opération, là, puis t'es un étudiant en médecine, puis là tu vois le patron se contaminer avec son gant stérile, il a peut-être touché quelque chose ou quoi que ce soit, puis là toi tu l'as vu, mais personne d'autre le dit.
Là, tu dis, mais là, si je dis rien, il va infecter la plaie peut-être. Le patient va avoir une complication. Mais là, si je lui dis, il va peut-être me rentrer dedans, il va m'insulter, Oui. je vais peut-être avoir une mauvaise évaluation. Tu n'es pas en sécurité psychologique. OK. Fait que pour changer la culture, il faut passer d'une culture de blâme, où on cherche des coupables. Faut arrêter de normaliser la déviance, puis il faut aller vers la sécurité psychologique. Puis ça, c'est un autre terme que j'ai appris, la normalisation de la déviance. Fait que je vous donne un exemple. C'est quoi la limite de vitesse sur l'autoroute? 100. C'est-tu la vraie limite? Non, Non. je dirais 120. Oui, pourquoi? Ben, tout le monde va toujours un petit peu au-dessus du 100, mais tout le monde dépasse, en fait. Oui, puis C'est sans la norme, conséquence. là. Sans conséquence. Ouais. Ouais. Pourquoi tu dis 120? Qu'est-ce qui arrive à 120? Après ça, tu vas peut-être te faire arrêter. Oui, il y a une conséquence à ton comportement. Ouais. Fait que la normalisation de la déviance dit que la vraie règle, c'est pas ce qui est écrit, c'est à partir de quand est-ce que tu sévis pour un comportement ou pour quelque chose. Donc, si on dit on est un milieu exempt d'harcèlement et intimidation sur papier, Oui. mais que tu arrives puis tout le monde s'engueule comme du poisson pourri, puis là tu te dis ben j'ai le droit d'insulter, j'ai le droit de hausser le ton, j'ai le droit de claquer des portes. Puis là, à un moment donné, il y a un chirurgien qui pitche un scalpel dans la salle d'opération. Là, lui, il se fait rencontrer. Puis il se dit, OK, j'ai pas le droit de pitcher un scalpel. Mais tout ce qui est avant, ça, j'ai le droit. Fait que c'est un petit peu ça aussi que j'essaie de communiquer puis de partager parce qu'il y a bien des gens qui ont ce sentiment-là, mais ils se sentent seuls, isolés. Puis ça, c'est un des avantages des réseaux sociaux, c'est que quand je fais des vidéos là-dessus, il y a plein de monde qui sont comme « Wow, ça a tellement de sens! Puis je pensais que j'étais tout seul à penser de même, mais non, OK. Puis moi, j'ai de la science derrière ça. Moi, je peux vous citer des articles scientifiques après ça. Puis là, les gens peuvent dire, parfait. Améliorer l'esprit d'équipe, cultiver nos liens interpersonnels. Faut pas prendre ça pour acquis. On peut le faire bien, on peut le faire scientifiquement. Puis ça va avoir un impact direct sur la qualité et la sécurité des soins. Les patients vont être plus en sécurité, ils vont être mieux soignés. Savez-vous combien de patients aux États-Unis décèdent d'erreurs médicales annuellement? Probablement trop, mais je sais pas combien. En 2001, il y a une étude qui a tenté de mesurer ça, puis ils ont produit un rapport qui s'appelle To Err is Human. C'est bien connu dans le domaine de l'amélioration qualité. C'est le Institute of Medicine qui a publié ça. Oui. Puis ils ont calculé le nombre de décès qui découlent d'erreurs médicales. Puis ils en sont venus à la conclusion que c'est l'équivalent d'un Boeing 747 qui s'écrase tous les jours et où tous les passagers, tous les membres de l'équipage meurent. Tous les jours. S'il y avait un Boeing 747 qui s'écrasait où tout le monde mourrait tous les jours, il n'y a plus personne qui prendrait l'avion. Non. Mais on va tous à l'hôpital avec la plus grande confiance du monde. Ouais. Fait que ça, pourquoi il y a des erreurs? Il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas les mécanismes pour empêcher les erreurs d'arriver. Donc, quand tout le monde participe à être proactif pour empêcher les complications, les erreurs, tout ça, ben oui, il y a un impact direct sur les patients. En plus que toi, tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus accompli dans ton rôle. Parce que, moi, je vais vous le dire, des événements traumatiques, c'est quand il y a un patient qui a une conséquence, puis que je sais que j'aurais pu faire quelque chose, mais qu'on n'a pas réussi. Ça te hante, ça t'accompagne. Puis ça fait écho à un autre concept qui m'est cher, qui s'appelle le second victim. La première victime d'une erreur médicale, c'est le patient, sa famille. La deuxième victime, c'est celui qui l'a fait. Oui. Puis vous avez parlé des mots cachés ou des phrases cachées. Le curriculum caché? Non. Des phrases cachées comme pour prévenir que des erreurs se passent. Comme je pense que vous faisiez référence à comme des trucs que des externes ou des résidents pourraient dire à leur patron. Oui. Oui, une façon de communiquer justement Oui. comme « Ah, j'ai vu que vous aviez contaminé. » Oui. Ben, tu sais, il faut juste pas qu'il ait peur de le dire. Mais c'est normal d'avoir peur. Ouais, tu dis, la c'est personne est en autorité, elle va me faire une mauvaise évaluation, elle va être fâchée que je... Mais non, c'est pas normal d'être fâché. Tu m'aides à mieux prendre soin de mon patient si tu me le dis, tu sais. Fait qu'il faut que la personne, l'étudiant, comprenne qu'il y a un rôle. Puis il faut que la personne apprenne que quand elle se fait challenger, c'est pas pour la remettre en question, c'est parce qu'on veut tous la même chose pour le patient. Fait que c'est ça, quand tu es en sécurité psychologique, c'est que tu te sens à l'aise de parler ouvertement dans un intérêt commun, celui de soigner des patients. Oui. Puis est-ce que vous diriez que votre équipe à l'hôpital, vous êtes un peu en sécurité
psychologique, justement, comment vous sentez votre équipe? Parce que tout ce que vous dites, c'est vraiment beau. Puis je sais aussi, vous avez donné les médaillons aussi là, pendant la COVID. Là, c'était vraiment une belle action. Là. Fait que est-ce que vous sentez que votre équipe, c'est aussi un petit peu comme ça? Oui, je pense qu'on n'est pas parfait, mais je pense qu'en général, si on questionne les gens avec qui je travaille, la plupart diraient qu'ils n'ont pas peur de venir me voir avec une critique ou me challenger sur une décision que je prends. Puis moi, j'accueille ça avec grande ouverture. Est-ce que des fois, quand j'ai pas dormi, je suis peut-être un petit peu plus irritable et impatient? Ça se peut, mais... Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Fait qu'il faut distinguer l'individu du comportement. Ça, c'est super important. Mais oui, je pense que dans notre équipe, il y a ça, il y a cet accueil-là, il y a cette ouverture-là. Mais c'est pas juste une équipe. Il faut que ça soit dans tout le réseau. Certainement, oui. Dans tout le réseau, parce que c'est facile ensuite de revenir à des comportements comme avant si c'est pas tout le monde qui change en même temps. Tu sais, t'as juste à changer d'équipe ou avoir une nouvelle personne dans l'équipe qui n'a pas été exposée à ça, puis là, ça redevient toxique, puis ça s'envenime, puis toi, ben, tu pensais que tu avais des traumatismes que tu avais résolus parce que tu avais une belle équipe, là, tu te fais déplacer, tu es dans une autre équipe, puis là, c'est plus toxique, puis là, tous tes traumatismes antérieurs reviennent, puis il y en a qui burn out, là. Ouais. Puis si on retourne un peu dans la carrière d'intensiviste, ça ressemblerait à quoi une journée typique, là, si on veut finir un peu l'entrevue, là, ça ressemble à quoi une journée typique d'un intensiviste? Ah, ben on se lève le matin, puis on sait qu'on va faire le plus beau métier du monde. Ah. Mais non, fait qu'on va à l'hôpital, on est aux soins intensifs, et puis on va faire ce qu'on appelle la tournée des patients. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir tous les patients qui sont assignés à nous. On va commencer par les patients les plus malades, ensuite les congés potentiels, puis ensuite, ben, les autres patients qu'on va continuer à soigner. On fait ça en équipe multidisciplinaire, fait qu'avec l'infirmière, pharmacien, inhalothérapeute, les autres étudiants, on fait de l'enseignement aussi. Puis, ben, on fait le plan pour la journée pour chaque patient. Une fois que c'est terminé, si on est de garde, on va peut-être avoir eu des consultations pour des nouveaux patients dans le courant de la journée. Et cette garde-là va se continuer en soirée puis durant la nuit, où là, on va être appelé pour les patients qu'on avait déjà s'ils se détériorent. Ou juste s'il y a des questions, des changements dans le plan, et évidemment, tous les nouveaux patients. Puis quand on fait ça le soir, on fait ça la nuit, puis là, le lendemain, ben, on a fini notre garde, mais là, il faut faire à nouveau la tournée des patients qu'on avait admis la veille, puis qui sont encore à notre nom. Donc là, c'est une journée normale de genre 7h30 à 4. OK. Puis en termes de procédure, c'est quoi la procédure la plus commune que vous faites avec les patients, ou vous faites plus des diagnostics ou... Ah, ça, c'est une bonne question. Fait que ça, c'est vrai que dans mon métier, on a beaucoup de cérébral, mais on a beaucoup aussi de manuel. Fait que oui, je vais faire des prescriptions, je vais faire des diagnostics, tout ça, mais il faut que je fasse des mini-chirurgies aussi. Oui, OK. Fait que je vais mettre des voies centrales, je vais mettre des canules artérielles, je vais intuber, je vais mettre des trains thoraciques, je vais mettre des parasynthèses abdominales, des drains. Donc, on fait beaucoup de choses. La procédure la plus commune, je dirais, c'est probablement canule artérielle, voie centrale, là, parce que, mettons, le diagnostic le plus commun aux soins intensifs, ça va être un choc septique. L'autre, ça pourrait être aussi un ARDS. Ça arrive plus rarement, mais ça en est beaucoup. Donc, c'est des patients pour qui on va vouloir voir la pression artérielle en continu, fait qu'une canule artérielle. On va vouloir prendre des gaz artériels aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équilibre acido-basique puis de l'oxygénation. Puis, ben, la voie centrale, c'est pouvoir donner plein de médicaments. Ces patients-là ont besoin de sédatifs, ont besoin d'analgésie, ont besoin potentiellement d'être paralysés, ont besoin d'antibiotiques, ont besoin de vasopresseurs. Fait qu'on pourrait pas avoir genre 15 intraveineuses. Fait qu'on met une voie centrale qui nous permet de donner tous ces médicaments super puissants directement dans le cœur avec la compatibilité puis tout ça. OK. Puis c'est l'intensiviste qui place les voies centrales. Oui, madame. Très cool. Oui. Donc, on pourrait y aller avec les questions en rafale là, pour terminer l'épisode. D'accord. Exactement. Donc, la première question. Est-ce que vous êtes plus scrub de l'hôpital ou ses propres scrubs? Scrub de l'hôpital, 100%. Oui. Pourquoi? Mais parce que je veux pas faire mon lavage. Bon, c'est une très bonne réponse. Fait que je suis pas très à la mode, je suis pas très carte de mode. Mais je peux-tu plugger quand même? Oui. Je vais quand même plugger Garde Malade, qui est une compagnie québécoise qui fait des scrubs. Puis on a un petit partenariat ensemble parce que j'ai un code promo. Puis si les gens utilisent ce code promotionnel-là, ben le rabais qu'ils ont, ben ils ont un 10% de rabais. Puis Garde Malade remet 10% de redevance aussi à la fondation de mon hôpital, la Fondation Cité de la Santé de Laval. Fait que des fois, je vais porter des uniformes Garde Malade pour vendre plus de
d'uniforme, Oui. puis que ça donne de l'argent à ma fondation d'hôpital. Fait que le code promo, c'est DAIN. On l'a changé récemment. Je pense que c'est juste DAIN. On peut DAIN. l'écrire avec les Ah, OK, l'épisode. parfait. Avec la Oui. publication, Oui. on l'écrira. Oui. Puis, ouais, super. Sinon, prochaine question. Êtes-vous plus, mais là, nous, on le voit déjà, là, mais êtes-vous plus café, pas de café ou des boissons énergisantes? Café. Pas de boissons énergisantes. J'avais déjà fait un travail de pharmaco quand j'étais étudiant en médecine sur les boissons énergisantes. Puis c'est pas bon pour la santé. Les enfants, ne prenez pas de boissons énergisantes. C'est trop de caféine. C'est froid, donc on boit beaucoup de caféine en peu de temps. Fait que c'est pas bon pour tout ce qui est palpitations, malaise, les effets secondaires de la caféine. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a plein d'ingrédients, des fois qu'on sait même pas ce que ça fait sur le corps, là, genre la glutathione, puis de la taurine, qui est juste urinée anyway. Donc non, jamais de boisson énergisante, puis café noir. Café noir, Café pas de noir. sucre, pas de lait. Non, noir, comme mon âme. Puis, est-ce que vous écoutez de la musique ou pas de musique pendant que vous rédigez les notes? Toujours de la musique. Je suis Ouais. connu pour avoir de la musique sur mon petit poste de travail, puis ça vient de quand j'étais au secondaire. J'avais toujours mes écouteurs, j'écoutais de la musique, je faisais mes devoirs, je faisais mon étude. J'avais besoin d'être isolé des bruits extérieurs. Puis là, ben ça met de l'ambiance sur l'unité. Même que il y a 2 semaines, j'étais sur l'unité, puis il y avait un patient qui était là depuis plusieurs semaines aux soins intensifs, mais je l'avais jamais eu à ma charge. C'était mes collègues qui en prenaient soin. Puis là, ça donnait que c'était moi qui m'en occupais. Puis sa femme, quand elle m'a vu, puis elle a vu que j'arrêtais devant la chambre, fait comme un signe comme quoi j'allais probablement aller lui voir. Elle dit c'est vous le docteur avec la musique? C'est vous qui allez le prendre en charge? J'ai dit oui. Elle dit, on aime votre musique. Puis ça fait que, ouais, j'aime la musique en travaillant. Ça crée une belle ambiance. Ah, moi, j'aime ça. Avant, j'avais même un tourne-disque Ouais. que j'amenais pour écouter des vieux vinyles sur l'unité le dimanche. On appelait ça les dimanches vinyles. Ah. Mais là, il est brisé. Puis, prochaine question. Êtes-vous plus une personne qui est comme super relax ou une personne plus stressée dans votre vie de tous les jours? Relax. Relax. J'ai eu même à un moment donné une mauvaise évaluation comme résident. Mon superviseur trouvait que j'étais pas assez stressé. Ah ouais. On se dit, ben, t'es comme pas assez stressé. Fait que là, on a comme l'impression que tu banalises tout ça. Puis c'est pas ça, c'est juste qu'il y a plus rien qui me stresse. J'ai peu d'émotions. J'ai peu d'émotions. Surtout, je pense... Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a fait en sorte que, mettons, quand j'allais sur des codes bleus comme résident, donc des arrêts cardio-respiratoires, je ne sais pas pourquoi mon cerveau il a fait ça, mais il est déjà mort. Le pire est déjà arrivé. Le mieux que je puisse faire, c'est le ramener. Fait que j'avais aucun stress par rapport à ça. Puis on dirait que ça m'a toujours accompagné de « ça va mieux ». Quand il n'y a pas de cacophonie, quand il n'y a pas de chaos, quand toi, tu n'es pas stressé, ça diminue le stress des autres. Fait que c'est devenu même un outil. Une chose que je fais avant chaque technique, mettons, avant d'intuber ou quand il y a quelque chose, un arrêt, je prends 30 secondes, puis on se présente tous autour de la pièce, parce qu'il y a plein de gens qui se connaissent pas, qui vont se voir pour la première fois, puis pour la première fois de leur vie, ils connaissent pas les noms, connaissent pas les forces, faiblesses et tout, puis ils doivent performer, ils doivent réanimer un patient. Ça n'a pas de sens. Tu sais, un band, ça a pratiqué plein de fois dans son garage avant d'aller performer au Centre Bell. Une équipe de hockey, ça va faire plein de pratiques avant d'aller jouer pour la Coupe Stanley. Puis tout le monde se connaît. Puis nous, la première fois de notre vie qu'on se rencontre comme équipe, c'est la Coupe Stanley. C'est un patient qu'on doit réanimer. Ouais. Donc ça, il y a un problème de culture dans le réseau, dans le système de santé, puis pas juste au Québec, c'est partout, où on prend pour acquis que si on forme des gens extrêmement compétents dans leur domaine, puis qu'on les met ensemble, magiquement, ils vont super bien travailler ensemble. Alors que c'est pas vrai. Parce que tu peux être excellent, mais si tu ne travailles pas bien avec l'autre personne, c'est là qu'il va se passer un problème. Donc, tout ça, cette espèce de pensée magique-là, j'essaie de lutter contre ça en disant non. Le travail d'équipe, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on doit focusser pour être capable que les gens qui sont formés pour le faire, leurs tâches, soient capables de bien le faire. Oui, c'est très vrai. Puis la prochaine question est aussi un peu en lien avec les émotions, là. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui va rapporter comme ses émotions à la maison ou vous essayez de laisser ça tout à l'hôpital et de revenir et de plus vraiment y penser? Ça, je sais que c'est pas facile, là, mais... Non, mais ça, ça fait référence au pire conseil que j'ai eu dans ma carrière. C'était quelqu'un qui disait, vous allez vivre des choses traumatiques en médecine, mais vous pouvez pas ramener ça à la maison. Ramène pas ça chez vous.
Puis là, tu dis, OK, c'est bon. Fait que clairement, c'est mon doyen. Fait qu'il doit savoir de quoi il parle. Fait que là, tu commences à vivre des émotions négatives. Tu dis, ah ben c'est correct. Quand je vais rentrer à la maison, je n'y penserai plus. Puis là, tu réalises, ben je suis pas capable de pas y penser. Puis là, ben il y a plein d'étudiants qui nous écoutent. Moi, je leur demanderais, comme si vous coulez un examen, est-ce que ça reste à l'école? Ouais. Ben non, si t'as pas envie de faire le party, là, le soir puis la fin de semaine. Mais c'est la même chose quand un patient meurt ou il y a une complication, tu essaies de mettre une intubation puis t'es pas capable, tu vas vivre ça comme un échec personnel. Fait que moi, je dis toujours que j'aurais de loin préféré qu'on me dise tu vas avoir des situations difficiles, tu vas ramener ça chez vous, mais il faut que tu te relèves de ça. Tu peux pas t'empêcher de continuer à travailler. Voici les outils qu'on va te donner. Pas me dire fais-toi une carapace, parce que faire une carapace, c'est ce qui fait ensuite qu'on devient froid, sans empathie. Puis c'est ce que les patients ressentent quand ils trouvent que leur médecin ou leur infirmière leur a donné des soins hostiles. T'sais. C'est cette carapace-là qu'on nous dit de faire, mais qui est tellement pas humainement naturelle. C'est pas normal de pas vivre d'émotions. Fait que voilà, j'aime mieux parler de mes émotions. Ouais. Que j'ai dit tout à l'heure que j'en avais pas, en passant. Mais c'est une blague. Oui. Puis notre dernière petite question pour vous. Êtes-vous plus faux parmesan en louche ou faux parmesan dans des petits pots? À la louche, à volonté. Oui. À volonté. Ici, on a à choisir entre du faux parmesan puis du vrai parmesan. Ah, parmigiano reggiano. Oui. Le vrai de vrai. Le vrai de vrai. Ah oui, mais à volonté. Oui, toujours à volonté. Tu sais, dans un resto, là, quand il dit « dis-moi quand arrêter », là, ça va être long avant que je dise stop. Parfait. Bon. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode. On vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment intéressant, tout ce que vous avez dit. Puis, on apprécie beaucoup votre présence. Ben, merci de l'invitation. Gros merci.